Regardez toutes les couleurs de ma pile de livres que j'ai lu le mois dernier. C'est très esthétique ça. Hein. Par contre ça fait que glisser, donc je vais reposer tout ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous fais une petite update lecture comme je vous fais au début de chaque mois par rapport au livre que j'ai lu le mois précédent. Donc bon, vous connaissez la chanson, c'est parti. Alors ce mois-ci j'ai lu 8 livres, donc je suis vachement contente parce que c'est vraiment un bon score. Par contre pour vous dire, je pense que ce sera la dernière vidéo, en tout cas avant un temps où il y aura autant de livres lus sur un mois, parce que j'ai repris le travail, donc forcément j'ai moins le temps pour lire. Enfin après le temps que je me refasse des nouveaux petits rituels etc, je trouverai du temps pour lire, surtout que j'ai une longue pause déjeuner, donc ce sera possible je pense en m'organisant, mais pour l'instant je suis moins dans le mood lecture, donc j'ai ralenti le rythme forcément, mais en tout cas là je vais vous présenter les 8 livres que j'ai lus le mois dernier et puis on fera bien la suite, hein, peu importe. Pour l'instant on commence avec cela. Et donc une fois de plus je commence de celui que j'ai le moins aimé pour terminer par celui que j'ai préféré ce mois-ci. Alors on va commencer avec un livre qui a été terrible étant donné que c'est ma première 1 étoile de l'année. J'avais encore donné aucune note en dessous de 2 étoiles sur les livres que j'ai lus en 2024, en sachant que l'année dernière, en 2023, sur 25 livres, il me semble que j'en avais peut-être 3 ou 4 à 1 étoile. Et là je m'étais dit bon cette année je fais de meilleurs choix, là ça va. Et puis badaboum, effondrement avec ce livre. Pourtant la couverture était rose, ça aurait dû me convenir, mais bon ça n'a pas fonctionné. Alors il s'agit du livre Death in Her Hands de Ottessa Moshfegh. Et alors là quelle déception, parce que Ottessa Moshfegh c'est aussi l'auteur qui a écrit My Year of Rest and Relaxation, que j'ai réussi enfin à prononcer convenablement, qui est le tout premier livre que j'ai lu en 2024 et qui fait partie clairement de pour l'instant mon top 5 des livres que j'ai préférés, qui m'ont le plus marqué cette année. Donc vraiment un coup de cœur énorme. Du coup j'ai été dans une petite librairie à Lille qui fait justement des livres en langue en VO tout simplement, qui propose les livres en VO, et je suis tombée sur ce livre d'Ottessa Moshfegh. Alors je me suis dit incroyable, j'ai adoré le livre précédent que j'ai lu d'elle, donc je vais continuer tout ça et lire celui-ci. Bah voilà, c'est dingue quand même de se dire que quelqu'un a pu écrire un livre que j'ai trouvé autant génial et écrire un livre que j'ai autant détesté. Bon, comme quoi on peut pas toujours faire carton plein. Après Ottessa Moshfegh, j'ai l'impression qu'elle a un univers qui est très particulier, donc forcément je pense qu'il faut prendre vraiment chaque livre comme un objet à part entière, particulier. Elle a vraiment un univers et une approche de ses histoires qui est originale, mais pour le coup l'originalité de Death in Her Hands ça m'a vraiment pas plu du tout. Et pour vous dire donc de quoi parle cette histoire, en fait on suit l'histoire de Vesta, qui est un personnage de 72 ans, et pour info ce qui m'a énervé en le découvrant, c'est que on mentionne jamais l'âge de Vesta dans le résumé. Donc moi si j'avais su que j'allais lire tout un livre du point de vue d'une dame de 72 ans, je suis pas sûre que je l'aurais acheté. Mais là on nous le dit pas, on nous dit juste qu'on va suivre l'histoire de Vesta qui vient d'emménager dans une petite ville après le décès de son mari et qui a une vie assez solitaire avec son chien. Voilà, mais on aurait pu nous dire quand même dans le résumé que Vesta a 72 ans, parce que ça aurait quand même, enfin c'est un détail certes, mais ça a quand même ça influe quand même dans le choix je trouve. Donc voilà, ça m'a énervé, mais bon peu importe, c'était fait. Donc j'ai commencé le livre. Donc dans cette histoire on va suivre donc l'histoire de Vesta, comme je viens de vous répéter 15 000 fois, qui fait tous les jours la même promenade dans un parc avec son chien, sauf qu'un jour elle découvre qu'il y a un petit mot qui a été laissé sur un banc. Donc sur ce mot c'est marqué, en gros je vous traduis vite fait, son nom était Magda, personne ne saura qui l'a tué, ce n'était pas moi, ici repose son corps mort. Et il n'y a pas de corps en fait à cet endroit, il y a juste ce papier. Donc à partir de là, Vesta elle va se monter la tête comme jamais, et moi je pensais qu'on partait un peu sur un thriller, sur une enquête etc. En fait non, on part juste sur, bon, il n'est pas très long heureusement, il fait 250 pages, donc on part juste sur 250 pages de Vesta qui s'invente un film total et qui s'imagine qui était Magda, ce qui lui est arrivé etc etc, et on est juste sur un monologue interne terriblement long de Vesta qui va imaginer la vie de Magda. On ne sait plus trop au bout d'un moment ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, on ne sait pas vraiment grand chose. Il y a des choses très incohérentes, il y a l'assassinat d'un animal aussi de manière totalement gratuite parce que ça n'apporte rien à cette histoire qui finalement n'en est pas vraiment une. Enfin voilà, j'ai jamais réussi à rentrer dedans, c'était vraiment une lecture longue, pourtant sur seulement 250 pages, je les ai bien sentis passer. En le refermant, j'ai pas compris où est-ce que Ottessa Moshfegh voulait nous emmener. Et en plus ce qui m'a énervé c'est que j'avais à un moment je me suis dit bon là je crois que j'ai retrouvé les éléments, les pièces du puzzle et j'ai compris ça va être bien. Mais en fait non, au final on nous donne un peu des pistes en se disant ah ça pourrait être ça, ça expliquerait tout.
Et en fait non, c'est jamais exploité, juste ça reste un n'importe quoi jusqu'à la fin. Je ne vous conseille pas du tout ce livre et j'ai l'impression que les critiques que j'ai vues en tout cas sur Goodreads sont pas super élogieuses. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris non plus. Donc bon, très particulier. Est-ce que je redonnerai sa chance à Ottessa Moshfegh? Bien évidemment, étant donné que, comme j'ai dit, j'ai adoré son autre livre. Donc je vais encore en lire d'autres d'elle, vu que j'en ai lu que 2 pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, clairement, c'est une erreur de parcours, une étoile. J'ai hâte de l'oublier. Alors ensuite, à partir de là, on est un peu dans une série de 3,5. Ça a été un peu, voilà, la note du mois, on va dire. Enfin, quoique, non, pas tant que ça. Je crois qu'il n'y a que 3 livres à 3,5. Mais bon, en tout cas, 3 livres à 3,5. Je vais commencer avec Inheritance Games, que j'ai enfin lu, donc de Jennifer Lynn Barnes. Donc c'est une grande saga pour l'instant. J'ai lu que le tome 1 à l'heure actuelle. Mais je pense que je vais quand même lire les autres, mais plus tard, je sais pas quand. Donc j'ai lu ce livre-là dans le cadre d'un book club avec mes copines. Et je pense que je suis celle qui l'a le moins aimé du coup parmi mes copines. En fait il y a trop de trucs qui m'ont dérangé dans ce livre. Donc pour vous récapituler, on suit l'histoire d'Avril qui est une lycéenne, etc. lambda, qui a une vie un peu compliquée, etc. Et qui va un jour découvrir que un vieux monsieur ultra riche l'a couché sur son testament. Et voilà, elle va aller dans le manoir avec toute la famille de ce monsieur riche. Et à partir de là, il y a plein de problèmes qui se passent. Il y a des énigmes à résoudre, etc. et des triangles carrés amoureux en pagaille, bon, bref, peu importe. Donc voilà, du coup j'ai mis 3,5 sur ce livre comme je vous ai dit. J'ai bien aimé toute la partie mystère, énigme, etc. Je trouvais ça sympa, mais tout le reste ça m'a vraiment trop saoulée au point du coup de me faire baisser la note. Déjà j'ai trouvé qu'Avril, j'ai pas du tout réussi à m'attacher à ce personnage et du coup puisque tout est de son point de vue, bah forcément ça m'a sorti du livre. J'ai détesté à peu près tous les personnages autour d'elle à part un des frères qui s'appelle Alexander et Grayson un petit peu. Donc voilà, ça fait que 2 personnages que j'ai appréciés, donc pour l'instant ça fait pas beaucoup. Après avoir, puisque c'est une saga, je garde aussi en tête que c'est le tome introductif, donc du coup c'est pas forcément toujours les meilleurs. Faut juste mettre un peu le contexte et commencer à nous donner des éléments qui donnent envie. Donc voilà, pour moi c'est quand même un 3,5 parce qu'il y a du potentiel. Après tout ce qui a été romance et personnages, voilà, j'ai pas été très happée là-dedans. C'est un peu mitigé, mais je verrai la suite et puis bon, on en parlera plus tard du coup. Après ça, du coup, un autre 3,5 qui est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'ai enfin lu ce livre, je l'avais acheté il y a bien plus de 5 ans potentiellement. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma bibliothèque. Et pourquoi est-ce que je l'avais jamais lu alors que j'en avais entendu énormément parler sur BookTok, etc. Même avant TikTok d'ailleurs, j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Mais j'ai jamais lu parce que quand j'étais en licence, j'avais dû lire le livre Circé de Madeline Miller et j'avais détesté ce livre, je l'avais abandonné. Vraiment, c'était une très mauvaise expérience. Donc du coup, j'allais à reculons pour lire Le Chant d'Achille. Mais après, j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que en général, il y avait beaucoup de personnes qui avaient détesté Circé et qui avaient adoré Le Chant d'Achille et inversement. Donc je me suis dit, on va tenter quand même, tant qu'on y est, c'est parti. J'aime bien la mythologie, j'ai fait des études sur la mythologie justement, donc du coup c'est un univers que j'aime bien. Donc je me suis dit, allons-y. J'aurais pensé aimer davantage ce livre. Donc qu'est-ce qui se passe dans Le Chant d'Achille? Tout simplement c'est une réécriture de la guerre de Troie du point de vue de Patrocle et on met l'accent sur la relation entre Achille et Patrocle. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel dans ce livre, je trouvais que ça commençait très bien. J'ai beaucoup aimé, on va dire, les 200 premières pages. En tout il y en a 470 si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel, j'ai bien aimé l'installation de la relation, tout l'univers, etc., l'approche. Mais après vraiment j'ai trouvé trop de longueur à partir du moment où on rentre vraiment dans le cœur de la guerre. C'était vraiment trop épopée traditionnelle et vraiment ça m'a sorti du truc. Je trouvais qu'il y avait des passages qui étaient trop longs, juste lire des scènes de guerre, etc., moi j'étais plus dedans et justement je trouvais qu'après tout ce qui était autour de la guerre c'était plus si bien exploité qu'au début, donc du coup j'ai été un peu déçue vers la fin. Après je sais pas, peut-être que c'est parce que j'en ai trop entendu parler et du coup forcément j'avais vraiment trop d'attentes, je sais pas trop. En tout cas Madeline Miller et moi pour l'instant on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, donc bon, à voir si elle fait d'autres projets plus tard, si je leur redonne une chance potentiellement. En tout cas ça m'a donné envie de lire d'autres réécritures mythologiques, donc je verrai ce que je trouve, mais Le Chant d'Achille je m'attendais vraiment à aimer davantage, donc bon, dommage.
Ensuite, je vais passer à mon dernier 3,5 sur 5 et alors là, la déception vraiment terrible parce que je l'ai mis 3,5 à du Taylor Jenkins Reid et vous savez que j'adore Taylor Jenkins Reid, c'est probablement mon auteur préféré et j'ai enfin lu Carrie Soto is Back et pourtant... Voilà, celui-là pour l'instant c'est celui que j'ai le moins aimé d'elle. Donc qu'est-ce qu'on suit dans Carrie Soto is Back? Donc on suit l'histoire de Carrie Soto tout simplement, qui est une ancienne joueuse de tennis professionnelle, qui était une superstar et elle s'est mise en retraite, sauf que quelqu'un est en train de... Enfin une autre joueuse de tennis est sur le point de la détrôner et de battre son record, donc elle décide de faire son grand comeback dans le milieu du tennis. Les thèmes abordés sont intéressants, ça s'inscrit du coup dans la série avec tous ces personnages fictifs avec Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six et Malibu Rising, donc du coup ça forme le carré. J'ai enfin lu tous les livres du coup de ce carré. J'ai bien vu le potentiel mais je pense que je suis passée à côté. Je pense déjà que le thème du tennis, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, tout ce qui va toucher au sport etc, c'est pas vraiment le genre de lecture que je vais lire. Après je lui ai donné sa chance parce que c'est du Taylor Jenkins Reid et que je veux lire tous ses livres, mais du coup j'avais déjà quelques petits a priori on va dire en débutant cette lecture, donc voilà, ça malheureusement ça a pas trop pris avec moi et il y a pas mal de choses de rythme qui m'ont dérangée. Ce que j'aimais beaucoup avec les livres de Taylor Jenkins Reid, enfin que j'aime beaucoup, je vais pas en parler au passé, c'est justement cette facilité, cette habilité à jongler entre les flashbacks et le présent. Et là, il n'y a pas cette dynamique qui est installée. On est plutôt dans un livre où on a une petite partie sur ces jeunes années où on passe très vite parce que c'est vraiment pas ce sur quoi elle veut mettre l'accent. Et ensuite, tout le cœur du livre se passe sur le comeback. Et du coup, je trouvais qu'il me manquait un peu d'éléments pour vraiment m'attacher au personnage, rentrer plus en profondeur. Après j'ai apprécié pas mal de personnages, pas mal de relations, surtout la relation entre Carrie et son père, je trouvais que c'était très beau, mais voilà, je pense que celui-ci ça va pas être un livre qui m'aura marqué énormément. Je suis contente de l'avoir lu pour du Taylor Jenkins Reid, 3,5 ça reste une très bonne note évidemment je trouve, mais voilà, pour du Taylor Jenkins Reid encore une fois, j'ai pas pu m'empêcher de comparer ses autres livres et celui-ci vraiment voilà, j'étais pas trop dedans, donc ce sera un 3,5 malheureusement pour celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter mes 4 étoiles. Il y en a 2, mais je vais vous les présenter en même temps parce que c'est des suites. Donc, c'est Magnolia Parks et Daisy Hates de Jessa Hastings, voilà. Donc je me suis enfin lancée dans cette saga, dans la saga Magnolia Parks. Il y a plein de tomes il me semble, donc là pour l'instant j'ai lu les 2 premiers. Donc pourquoi est-ce que j'ai lu? Parce que j'avais entendu beaucoup de bien sur le tome 2 et j'avais eu plein de captures d'écran etc, des chapitres et de certains passages sur Instagram. Je trouvais ça bien, ça me donnait envie, je me suis dit ça va être ma cam, mais du coup je voulais faire les choses dans l'ordre. Je me suis dit pour lire le tome 2 il faut commencer par le tome 1. Sauf que le tome 1, donc Magnolia Parks, j'avais entendu beaucoup de mauvaises critiques dessus, beaucoup de gens qui disaient que c'était vraiment très toxique, qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, etc. Donc je suis arrivée dedans en ayant très peu d'attentes sur le tome 1 et en ayant beaucoup d'attentes sur le tome 2. Et au final, bah, je pense que du coup c'était bien de le faire comme ça parce que du coup j'ai été agréablement surprise par le tome 1. Et puis bon, malheureusement au final j'ai été un peu plus déçue par le tome 2. Bon, comme quoi il faut pas avoir d'attente dans ses lectures, c'est la leçon à retenir de tout ça, comme ça au moins on prend le moment de divertissement tel qu'il vient. Donc qu'est-ce qu'on suit dans Magnolia Parks tout d'abord? Donc bah, l'histoire de Magnolia Parks, voilà, tout simplement c'est dans le titre, donc qui est une fille très riche qui gravite dans la jet set etc à Londres. Et donc elle a eu une histoire avec plein de hauts et de bas avec BJ Ballantyne qui est donc censé être un beau gosse à la Chuck Bass, donc voilà, qui gravite autour d'elle et c'est toujours du je t'aime moi non plus etc. Et on va suivre leur relation ultra toxique tout du long et leur non relation ultra toxique parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est on and off. Donc voilà, et effectivement je suis d'accord avec toutes les critiques que j'ai pu lire dans le sens où effectivement les personnages sont toxiques, les relations sont toxiques, il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais je pense que c'est à prendre plutôt dans un sens de lecture guilty pleasure, de se dire juste il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, qu'il faut pas prendre cette relation comme un modèle, au contraire. Le personnage de BJ est insupportable, je le déteste, mais en même temps je trouvais qu'il y avait vraiment une vibe à la Gossip Girl comme beaucoup de gens en parlaient, et en fait ça m'a plu, ça m'a vraiment happé et du coup
coup j'ai vraiment apprécié cette lecture finalement. Il y a vraiment un truc qui était sympa, qui m'a donné envie de continuer cette saga au-delà du tome 2. Et donc dans le tome 2, qu'est-ce qui se passe? Je vous le présente aussi. On suit l'histoire de Daisy Haight, une fois de plus c'est dans le titre, donc du coup qui travaille pas du tout, qui gravite autour d'une famille mafieuse avec beaucoup de problèmes, etc. Donc son frère Julian qui est à la tête d'un trafic d'art, de tableaux d'art volés, etc. Beaucoup de violence, ses parents qui ont été assassinés, etc. Donc vraiment dans un milieu de violence. Et elle gravite également proche de l'univers de Magnolia Parks, puisqu'il y a plein de personnages qui sont liés, que les deux tomes se passent en parallèle. Et donc dans Daisy Haight, on va suivre une fois de plus l'histoire d'amour de Daisy et aussi tout ce qui va être sa vie familiale, ses problèmes, etc. Donc ça change pas mal de l'univers Gossip Girl pour le coup, puisqu'on est vraiment plus dans un truc gang, etc. avec plus de violence. Mais du coup c'était pas mal quand même dans l'idée justement d'avoir le même univers mais deux choses très différentes. Mais pour le coup j'ai eu un peu plus de mal dans le sens où Daisy Haight il y avait 3 points de vue, du coup ça m'a pris un peu plus de temps de réussir à rentrer dedans avec 3 points de vue. Je trouvais ça un peu ambitieux. Après il se passait aussi pas mal de choses dans ma vie en même temps, donc je pense que ça joue sur le fait que j'étais moins dedans. Une fois de plus il y a plein de choses qui vont pas dans l'histoire, il y a plein de personnages qui vont pas du tout, et pourtant je l'ai pris dans la lignée du premier en me disant que c'était vraiment lecture plaisir coupable à prendre comme ça en ayant le recul sur les choses. Je pense donc que je lirai bientôt le tome 3 et la suite pour continuer à faire une petite lecture comme ça qui est pas prise de tête. Après voilà, comme je vous ai dit, il faut vraiment avoir conscience de tout ce qui va pas autour, de tous les personnages qui vont pas, mais une fois qu'on a ça en tête, bah en vrai on peut passer un moment sympa. J'ai mis 4 étoiles, pour moi c'était pas mal dans l'ensemble malgré tout ce que j'ai pu vous dire. Et enfin on va terminer avec mes 2 5 étoiles. Alors là pour le coup je pourrais même pas dire lequel j'ai préféré à l'autre parce que les deux étaient vraiment des coups de cœur absolus. Mais du coup je vais commencer avec un autre Tyler Jenkins Reid qui relève le niveau de Carrie Soto pour moi, qui est Forever Interrupted. Et pour le coup c'est le tout premier livre que Tyler Jenkins Reid a publié. Et alors celui-ci je pense que, enfin je sais même pas que je pense, j'affirme que j'ai jamais autant pleuré devant un livre de toute mon existence. J'ai dû pleurer 5-6 fois, au bout d'un moment j'ai arrêté de tenir le compte. Vraiment dès le départ je pleurais, de toute façon vraiment l'histoire est tellement poignante, touchante, bouleversante en même temps. Forcément vu la 4e de couverture je m'y attendais. Donc qu'est-ce qui se passe dans Forever Interrupted? Je suis le personnage d'Elsie qui est une jeune femme qui vient de se marier avec Ben. C'était vraiment un coup de foudre entre eux, ils se sont rencontrés il y a à peine quelques mois alors c'était vraiment pas du tout son style d'agir comme ça, et quelques mois à peine ils se sont mariés parce que vraiment ils étaient fous l'un de l'autre. Et seulement une semaine après leur mariage, Ben a un accident et décède, en sachant que du coup puisque toute leur relation s'est faite de manière très éclair, etc. Même la famille de Ben n'était pas au courant de l'existence d'Elsie. Et donc on se retrouve dans une situation où Elsie va se retrouver face à sa belle-mère qu'elle n'a jamais rencontrée, qui s'appelle Suzanne, et elles vont gérer leur processus de deuil ensemble, alors que Suzanne ne savait même pas que Ben s'était marié, ne connaissait pas Elsie. Donc vraiment une situation très particulière. Donc forcément comme vous pouvez vous en douter, l'histoire est bouleversante, vraiment c'est très beau, c'est très poétique, l'écriture est simple, mais je trouve que justement la force de Taylor Jenkins Reid c'est que en faisant du simple elle peut nous emmener très loin et faire du beau, et ça c'est pas tout le monde, pas tous les auteurs qui savent le faire, mais vraiment je trouve qu'elle le fait très très bien. Et c'est une histoire vraiment bouleversante sur le deuil, sur la légitimité de ressentir autant l'absence et sa vie détruite par quelqu'un qu'on a connu si peu, et vraiment ça soulève pas mal de questions qui sont très belle. Alors après je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce livre. J'avoue que j'ai mis plutôt 5 étoiles en suivant mon cœur plutôt que ma raison. Je pense qu'objectivement si j'avais pas pleuré autant, s'il n'y avait pas eu tout ce capital sentimental autour et larmes, le capital larmes autour, j'aurais peut-être pas mis 5 étoiles. Il y a pas mal de choses qui m'ont un peu gênée, et surtout au niveau de la fin, parce qu'on est arrivé dans les 100 dernières pages où je me suis dit bon là je sais pas trop où elle va nous amener. Et au final j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de direction justement qui ont été prises, que on stagnait un petit peu, et la fin m'a pas mal déçue. Mais en même temps tout a été rattrapé avec les dernières phrases où vraiment elle tourne encore dans ma tête, c'est vraiment magnifique et tellement triste. Mais voilà, en tout cas c'est un livre vraiment, si vous voulez pleurer à fond, bah lisez ça, vous allez vraiment pleurer à fond. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture bouleversante, très belle, donc pour moi c'est un 5 étoiles parce que je pense que c'est le genre de livre qui vont encore me marquer pendant longtemps. Et enfin, on va terminer avec mon deuxième 5 étoiles qui a été vraiment
un bonheur sans nom, Check and Mate de Ali Hazelwood. Alors c'est le premier Ali Hazelwood que je lis parce que les autres parlent plutôt du monde scientifique, etc. et j'avais peur de pas aimer, mais je me suis dit Check and Mate, ça parle d'échecs, ça peut être sympa, une romance dans le milieu des échecs. J'avais adoré la série The Queen Gambit, donc je me suis dit pourquoi pas, en vrai je vais tenter. Et donc du coup je l'ai lu en parallèle avec une copine qui attendait du coup la traduction française, donc j'attendais la sortie en France pour pouvoir le lire. Et vraiment j'ai adoré ce livre et je l'ai trouvé incroyable. La romance est super belle, les personnages de Mallory et Nolan sont incroyables, tout est super mignon. Je faisais vraiment des petits gloussements de joie en lisant le livre. Je me sentais vraiment comme quand j'ai lu Better Than the Movies, qui est vraiment aussi un de mes coups de cœur en rom-com de l'année pour l'instant. Et vraiment je vous conseille, si vous aimez la rom-com, mais lisez Check and Mate, c'est vraiment incroyable. Alors qu'est-ce qu'on suit dans cette histoire? On va suivre l'histoire de Mallory et Nolan. Donc Nolan, c'est le numéro 1 des échecs, le champion international de son temps, c'est vraiment une star. Et on a Mallory qui adore jouer aux échecs mais qui n'y joue plus suite à des histoires familiales compliquées. Je vais pas tout vous dire pour pas vous spoiler. Donc elle ne joue plus du tout aux échecs, sauf qu'un jour elle accepte quand même dans un tournoi caritatif de jouer aux échecs. Elle se retrouve à jouer contre Nolan et elle gagne. Donc à partir de là, tout le monde va s'intéresser à son cas, tout le monde va vouloir faire d'elle une star des échecs et Nolan va vouloir absolument rejouer contre elle puisque ça va devenir vraiment son obsession de réussir à la battre, etc. Donc c'est un livre Rivals to Lovers, là je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas ils sont rivaux, ils vont finir par s'aimer, la romance est super belle. Le personnage de Nolan, c'est vraiment un petit chou à la crème, c'est vraiment le genre de love interest dont on a besoin dans les livres, je trouve, parce qu'il est vraiment tout pur, tout mignon, tout chou. C'est vraiment une relation qui est super saine et ça j'adore. Enfin franchement c'est juste un coup de cœur. Le coup je peux pas vous en parler, vous devez le lire, c'est tout, il faut l'expérimenter. Mais en tout cas si vous adorez les rom-com, lisez Check and Mate, je l'adore, je l'aime trop. Voilà, je lui fais un petit câlin parce que je l'aime. Et donc voilà, c'est fini pour mes lectures du mois d'avril. Donc pas mal de choses sympas en fait, malgré une sortie de route. Mais sinon à part ça c'était quand même pas mal, c'était un bon mois. Donc voilà, maintenant on est parti. Je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai pour une update lecture, puisque comme je vous ai dit j'ai repris le travail. Donc on verra bien combien de livres j'arriverai à lire avec cette nouvelle routine. Mais dans tous les cas je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles vidéos, qu'on parle de lecture ou d'écriture, peu importe. Et je vous dis à bientôt, salut!